Franck Caro de la Splaine pour parler de notre ville plus grande, d'échelle la plus grande, en fait, qu'on va présenter aujourd'hui. Bonjour. Et puis, si je pouvais donc conduire des opérations de réhabilitation lourde de l'habitat ancien dégradé selon la logique d'urbanisme en couplant l'urgence sociale et l'habitabilité. Je crois que c'est votre challenge aujourd'hui. Et donc, Chat nous le présente. Ça vous ressemble à vos projets? C'est assez stupéfiant. Moi, en faisant cet exercice, j'ai appris tellement de choses. C'est génial. Alors, c'est à vous. Merci, Maria. Ça marche comment cette alors, On peut s'asseoir ou pas? Si vous voulez. Parce que je suis un excité et je deviens vieux. C'est celle-ci Alors, qui est à vous. Alors d'accord. Et celle-ci, j'appuie comme ça et ça avance, c'est ça? Sur le vert. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente donc Franck Caro, je suis directeur général d'une société publique locale d'aménagement, excusez-moi de ce terme un peu barbare, d'intérêt national, qui a été créée par trois actionnaires publics, l'État, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la ville, suite à un drame à Marseille et qui, donc désolé pour les Marseillais, mais vous connaissez parfois évidemment intimement cette situation, mais je crois que la salle est plus vaste. Mais un drame à Marseille qui a marqué à la fois Marseille, qui a marqué aussi, je pense, le niveau national, puisque 8 morts de la pauvreté, 8 morts, et on va y revenir, de la maltraitance du bâti, c'est pas rien, et c'est suite à ce drame que nous avons été créés pour justement contribuer à notre échelle, à une échelle qu'on trouve toujours jamais assez grande pour contribuer à un mal logement marseillais qui est réel et qui est très important à Marseille. Et donc, le premier sujet pour nous tous et pour l'ASP Layenne, c'est de travailler sur cet existant que l'on voit quand on se promène à Marseille. Et donc, il y a un contexte que vous connaissez. Et donc, la mission de l'ASP Layenne, c'est de, très clairement, trois choses. C'est dialoguer avec des propriétaires qui sont des propriétaires existants. L'habitat indigne est d'abord un sujet concentré sur l'habitat privé, très morcelé, de plus en plus morcelé, notamment en petite copropriété ou en grande copropriété. Mais l'habitat indigne, c'est d'abord un sujet d'habitat privé. Un habitat privé qui ne loge pas correctement ses gens, massivement des locataires dans le centre-ville. On a très très peu de propriétaires occupants dans le centre-ville dégradé. Je parle là principalement de l'action qu'on mène en ce moment sur le centre-ville de Marseille, mais il faut savoir qu'on a entre 5 et 20% en fonction des îlots d'habitat propriétaires occupants. Tout le reste, ce sont des locataires qui habitent massivement dans des petites copropriétés, dans le fameux 3 fenêtres marseillais que certains connaissent intimement pour le vivre et qui est un très beau bâtiment, un peu de rapport, fait notamment avant le XXe siècle massivement et qui est extrêmement bien construit par nos anciens avec des suggestions techniques particulières dont on pourra reparler tout à l'heure, de mitoyens porteurs qui sont des suggestions complexes et qui mettent en danger, puisque si un bâtiment ne va pas bien, si une adresse ne va pas bien, si une copro ne va pas bien, par cette notion de mitoyen porteur, elle peut désagréger les voisins. Voilà. D'où cet effondrement à Marseille qui marque évidemment et qui a marqué les Marseillais et qui a fait qu'un bâtiment s'effondre et 2 autres sont emportés, un 4e quasiment arraché. Donc cette réalité technique, voilà, elle est liée, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on convoquerait la sociologie, etc., et plein d'autres choses, mais elle est liée très clairement à ce que j'appelle, moi, rapidement, à la maltraitance de ce bâti. Quand on maltraite le bâti, on maltraite évidemment les gens. On maltraite évidemment ces locataires, et ce n'est pas une dizaine de familles concernées, ce sont des milliers de ménages à Marseille qui sont aujourd'hui concernés. Je rappelle que l'habitat indigne, c'est juste une chose qu'il faut toujours se remettre en tête. Vivre un habitat indigne, c'est rentrer le soir chez soi, dans ce qu'on appelle normalement son cocon intime, dans ce qui nous permet de nous ressourcer normalement le soir. Mais vivre l'habitat indigne, c'est rentrer le soir et être en danger pour sa santé, voire pour sa vie, pour soi, ou pour ses proches, ses enfants, sa famille. Et ça, c'est un quotidien. Donc notre mission à nous, c'est de travailler là-dessus, travailler sur ce bâtiment existant qui devient pathogène, qui devient dangereux pour ses habitants. Donc, je reviens, c'est le contexte, je ne vais pas aller plus loin dans ce contexte parce qu'autrement, je vais plomber
et je vais parler d'amour, vous allez voir, il faut parler d'amour dans ce contexte un petit peu plombant, mais c'est une réalité malheureusement, évidemment, que l'on vit. Ce que vous avez derrière vous, c'est notre deuxième mission, c'est-à-dire qu'on va voir les propriétaires pour qu'ils fassent, mais quand ils ne veulent pas, ils ne souhaitent pas faire ou ne peuvent pas faire, on est obligé de prendre la manière forte et on a mission, délégation de service public, on travaille dans les concessions d'aménagement, notamment portées par les métropoles, fortement aidées par l'ANRU, et on vient exproprier les bâtiments. Vous avez juste un petit panel des premiers bâtiments que l'on a. On en a à peu près une centaine aujourd'hui en portefeuille, qui sont évidemment les bâtiments les plus dégradés de Marseille, qui sont dangereux et qu'il faut réhabiliter. Nous sommes plutôt, y compris pour les questions de gestion technique de mitoyens porteurs, la réhabilitation est ce qu'on préconise. On en plus avec des questions y compris de qualité environnementale, patrimoniale, etc. Il y a des tissus urbains déjà constitués. Notre premier métier est plutôt de regarder, d'observer et de reconstituer. Ça nous paraît déjà plus safe, y compris pour les voisins, que de déconstruire, etc. Donc, y compris pour ces questions techniques, mais y compris pour des questions environnementales. Nous essayons, dans l'essentiel des cas, évidemment, de reconstruire ça. Je reviendrai, mais j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Benoît Campion, comme souvent d'ailleurs. Mais là, quand il parle, la déconstruction est parfois évidemment utile. La dédensification de tissus complètement constitués qui deviennent complètement hallucinantes. Je parlerai de pièces urbaines où on a comblé les cours, là où il y avait des vides, là où nos anciens, quand ils avaient fait les 3 fenêtres marseillais, ils avaient créé effectivement un linéaire, mais un vide derrière qui créait des traversants. La surexploitation de ces bâtiments, la surintensification de ces bâtiments, c'est ce qui crée, y compris la dégradation accélérée de ces bâtiments. C'est ne plus comprendre son bâtiment que d'aller faire 3 logements sur un seul et unique niveau, là où il n'y en avait qu'un seul et qui était traversant du début à la fin. C'est de construire à l'arrière pour avoir un dédale, pour accéder au 2e, au 3e, au 4e, au 5e logement que vous avez fait, là où il n'y en avait qu'un, toujours et qui crée, y compris du traversant et donc du ventilé naturel. On est juste dans le sud à Marseille, on a juste des petites périodes de chaleur de temps en temps. Le fait d'être juste ventilé naturellement, nos anciens l'avaient compris, nous avons aujourd'hui une intensification qui nie, entre guillemets, les qualités bioclimatiques et historiques de ces bâtis. Donc l'idée, c'est de revenir assez basiquement, finalement, à ce que faisaient nos anciens il y a 300 ans, en y rajoutant évidemment des pièces d'eau de qualité, etc., sans qu'elles soient fuyardes, sans rajouter des chape de carrelage sur des tomettes qu'on n'aime plus, rajouter à nouveau des charges de carrelage sur le carrelage précédent qu'on n'aime plus, de couper juste la porte parce qu'on a des hauteurs de plafond suffisantes, donc on coupe juste la porte, on rajoute des charges, et évidemment qu'on a rajouté 3 salles de bain, on remet tout évidemment en façade pour évacuer les eaux, mais il y a des fuites tout le temps, ce qui vient évidemment abîmer les structures, évidemment à l'intérieur du bâti, mais aussi puisque évidemment les eaux usées, on les évacue comment? On les met en façade, on fait du broyeur, on les met en façade et on les met dans les descentes d'eau pluviale. Évidemment, c'est sur les murs porteurs, c'est là où ça ravine, et c'est pour ça que vous avez des façades formidablement végétalisées à Marseille, parce que évidemment ça ravine le long de ces façades, mais justement ces façades sont porteuses, ce n'est pas la façade qui est porteuse, ce sont les pignons. Donc c'est un petit peu grave en réalité. Juste un petit résumé de ce qui peut se faire rapidement. Et évidemment, pour faire ces évacuations d'eau usée, on va quand même découper, évidemment, dans les solives. C'est un peu mieux pour faire passer les tuyaux, sauf que ça limite un petit peu la solidité technique du bâti. Ça, c'est notre réalité, et c'est ce que vous avez dans ces formidables bâtis qui sont à bout de souffle et qu'on restructure, nous, complètement, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle un collectif, on va dire. Voilà. Bon, je vous ai fait résumer, là, ce sont nos premiers immeubles, notamment sur lesquels on travaille. On en a acquis, je viens de vous le dire, à peu près une centaine en ce moment. On en a à peu près une quarantaine, une cinquantaine en conception ou en travaux maintenant qui commencent à rentrer véritablement en chantier. On a été créé en 2021. On agit sur tout le centre-ville de Marseille. Notre objectif est d'aller sur 180 à peu près immeubles sur le centre-ville pour l'instant. Voilà. Ce qui est à la fois beaucoup et pas assez, évidemment. Mais beaucoup déjà, on prend véritablement les immeubles les plus déstructurés parce qu'on le redit, il y a un sujet de gangrène. Si vous ne touchez pas ces immeubles-là, ce sont les voisins qui seront évacués à un moment donné parce qu'ils se déstructurent et ils mettent en danger souvent le voisin, sans parler du passant dans la rue. Mission sympathique, au demeurant, et on ne peut pas réaliser tout ça sans, évidemment, ce que j'allais dire, une communauté, un collectif, un casting extrêmement large de savoir-faire, de gens qui nous accompagnent, etc. Et là, on commence à parler, y compris de communautés apprenantes, et on avance ensemble. Et on avance ensemble sur une ambition qui est extrêmement forte, et évidemment, le premier sujet par rapport au terme du jour, c'est à partir du moment où on restructure, on réhabilite, on est déjà, à mon avis, complètement dans le terme du jour, parce qu'on maintient en place.
Voilà, ça c'est le premier sujet, notre première mission, c'est ça. Et surtout, évidemment, le message qui sera presque un message de conclusion, au cas où je n'aurai pas le temps, vous me dites, hein, Maria, parce que je suis très bavard, et c'est ça mon problème, mais derrière, c'est que, évidemment, le premier message du jour, c'est d'entretenir correctement son bâtiment en permanence. Ce sont des bâtiments qui ont 300 ans, qui n'ont rien demandé à personne, et qui, dans les 20-30 dernières années, par ces surexploitations, se sont largement aggravés, alors qu'il n'y avait pas autant de maux bien avant. Du coup, on prend soin, on restructure, on fait des diagnostics extrêmement puissants, etc. Pas par nous, hein, on a des accords cadres avec des gens spécialisés, et donc c'est l'équipe. Là, on a mis juste en exergue un bâtiment, c'est les premiers bâtiments qui sont sortis de chez nous. On s'appelle les dérisqueurs. Pour répondre à ce que fait globalement la SPL Leyenne, c'est que la SPL Leyenne, on est sur une chaîne de production, nous ne sommes pas des futurs propriétaires de ces logements. L'essentiel de ces logements vont aller à deux composantes. 70% vont aller des bailleurs sociaux. Parce qu'au cœur de Marseille, il manque du logement social de manière cruelle. Il n'y a que 6% de logements sociaux de droit, par exemple dans un quartier de Noailles, qui est là où a lieu les effondrements, là où il y a à peu près plus de 90% de la population qui est éligible au logement social, dont l'essentiel entrée sociale. Donc il a été décidé publiquement par la métropole, l'État et la ville de évidemment contribuer à l'effort de production du logement social, là où il y a une demande évidente. Les gens qui habitent dans l'habitat indigne au cœur de Marseille ne sont pas, et c'est un grand scoop que je vous donne, l'habitat indigne héberge énormément de gens à faible revenu. Grand scoop. Et donc, évidemment, quand on reconstitue tout cela, la priorité publique a été évidemment de privilégier des accords avec le monde HLM. Sur les expériences, on verra quelques images derrière, 34, 36, 38 et 40, qui sont un peu nos premiers immeubles pilotes, qui sont 4 immeubles dont on a vu des façades tout à l'heure dans le patchwork des photos. On a évidemment une maîtrise d'ouvrage qui est nous, on est une société, on agit en concession d'aménagement, nous avons nos actionnaires, je les ai rappelés, on a des financeurs nationaux, notamment l'ANRU, puisqu'on s'inscrit dans le cadre du NPNRU, en tous les cas dans cette affaire, NPNRU sur le centre-ville, qui est une grosse, évidemment, un grand QQPV au cœur de Marseille, quartier prioritaire de la ville, et ensuite, on agit avec ce qu'on appelle, nous, on désigne un bailleur, alors social, ou l'association foncière logement, qui est aussi un autre bailleur pour le logement des salariés du champ privé et qui a le droit à des contreparties dans le champ en rue pour ceux qui connaissent cette affaire. Ici, c'est un bailleur social. Je sais que Vilogia est dans la salle. On les a entendus tout à l'heure, mais y compris les Vilogiens qui nous accompagnent localement. C'est eux qui ont porté l'AMI sur ces immeubles dont on présente. Donc, c'est un bailleur social qui nous accompagne. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toute la phase de dérisquage technique et financière. La phase de dérisquage sur ces immeubles techniques et financières, c'est évidemment la première phase des travaux. C'est le gros œuvre clos et couvert. Et c'est là où on sait que tous les maîtres d'ouvrage prennent éventuellement des risques financiers et techniques. Et c'est celle-ci qui nous a apparu important de prendre en charge complètement en tant que maître d'ouvrage. Donc on fait ce qu'on appelle les conventions de coopération. C'est un nouveau système qu'on a essayé d'inventer. C'est-à-dire qu'on crée le projet ensemble, nous faisons et nous maîtrisons avec une équipe de maîtrise d'œuvre, ici je ne sais pas s'il y a Archigem dans la salle, mais qui accompagne évidemment les architectes, évidemment de bureaux environnementaux, de ingénieurs structures, etc. Toute la technicité qu'il faut pour entrer dedans et se reposer les bonnes questions pour vraiment agir en rue occupée. Évidemment, les immeubles deviennent vacants, mais je dis bien en rue occupée. Nous avons des voisins en face, mais surtout sur les pignons. Donc c'est un travail extrêmement méticuleux que tous ceux qui interviennent en quartier ancien peuvent imaginer et connaissent déjà. Ici, on fait, nous, ce qu'on appelle donc du coup 2 temps. Le bailleur social devient propriétaire une fois le clos et le couvert livrés. Et lui réalise le second œuvre. Et l'architecte, l'équipe de maîtrise d'œuvre, poursuit avec le bailleur social. Il n'y a pas de rupture de chaîne. Ils sont en amont, on a décidé que c'était eux qui travaillaient sur ces immeubles, en amont et avec eux, et on les remercie. C'est toujours comme ça. Tous les bailleurs sociaux qui travaillent avec nous font la conception avec nous. C'est eux qui sont quand même aussi avec nous dans l'arrêt du plan et du travail avec les architectes. La conception, le pire aurait été de faire une rupture de pensée avec le consommateur final, le propriétaire final. Donc on a ces 2 temps. Donc là, ici, c'est Vilogia, mais on a évidemment beaucoup d'autres bailleurs qui coopèrent avec nous. Et on a toute cette équipe de maîtrise d'œuvre. On a évidemment les entreprises avec leur savoir-faire. Sur nos sujets, évidemment, clés d'aujourd'hui, c'est un cahier des charges extrêmement précis sur la dépose des matériaux
qu'on va réemployer. On va vous expliquer deux secondes après ce qu'on réalise. Mais évidemment, on leur a fait un cahier des charges extrêmement précis. Je vois Geoffrey dans la salle, Albert, qui, au sein de la société, nous réalise et conçoit tout ça pour nous. Mais aujourd'hui, c'est mis à l'échelle opérationnelle. Et enfin, on a évidemment l'AMO de réemploi qui nous a accompagnés sur, y compris, on va voir, y compris la réalisation, ce qu'on s'est créé nous-mêmes, notre propre marché complet, où on demande aux entreprises, évidemment, de déposer tous les matériaux qui tiennent la route après un diagnostic préalable porté notamment par les architectes, etc., dans la partie maîtrise d'œuvre. Et ensuite, derrière, nous allons et nous faisons demander, nous venons de lancer un appel d'offres pour nos centaines d'immeubles, pour que cet appel d'offres, derrière, c'est pour qu'on ait un groupement qui puisse évidemment à la fois récupérer et stocker, nettoyer et repréparer les matériaux dits de réemploi que nous allons réinjecter dans nos opérations propres. Donc on se fait notre propre Bloc, on se met en plus en lien avec Euromède sur un lieu de stockage sur l'OIN d'Euromède pour mutualiser une plateforme physique, mais nous créons notre propre autoboucle. Alors j'y vais. Donc merci pour cette communauté apprenante. Vous voyez, on bouge tout ce monde et c'est extrêmement intéressant. Vous avez l'image, alors vous aviez vu, peut-être vous l'avez vu tout à l'heure, les immeubles de cette image-là. En réalité, vous avez, donc ça c'est évidemment l'image presque perspective archi. La réalité aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est les façades complètement reconstituées, c'est des arrière-cours qui étaient comblés avec des immeubles qui venaient tuer toute la qualité traversante de ces immeubles parce qu'on avait recomblé les arrières, on les a déconstruits et on a recréé systématiquement avec l'accord de l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, avec qui on travaille vraiment en intimité là-dessus puisqu'on est souvent en site patrimoine remarquable, donc on a aussi des qualités patrimoniales qu'on essaye de retrouver. Ils nous accordent évidemment du regreffage d'espace extérieur sur toutes les façades arrière dès qu'on peut, dès que les prospects sont cohérents sur ce système. Donc on commence à retrouver ce qui devient des appartements désirables, des appartements souhaitables et des appartements, ce que j'appelle 2050 compatibles, c'est-à-dire du traversant. Sur cette opération, tous les appartements sont traversants. Hier, on a lancé l'opération qui va démarrer sur tout le haut de la rue de Bagne, 8 immeubles complets aux alentours, autour de la zone d'effondrement. Là aussi, nous allons retrouver systématiquement des appartements traversants sur l'ensemble de ces immeubles. Là où il y avait 70 cellules complètement, parfois des appartements en aveugle, pourquoi louer évidemment des appartements avec fenêtres? Après tout, on dort la nuit. On avait ça avant, on va repasser à 28 logements sociaux sur le haut de la rue de Bagne pour vous dire l'extrême densité qu'il peut y avoir en déconstruisant les arrières à peu près de 10 ou 15% de la matière. C'est pour ça qu'il n'y a ni dogme ni tabou. C'est la surintensification de nos villes appelle aussi parfois une déconstruction méticuleuse, partielle, avec évidemment de la dentelle, avec de la précision, pour retrouver quelque chose qui soit durable, vivable et désirable vraiment par nos futurs habitants. Quelques images pour compléter le propos, des réemplois ici, on a fait du moucharabier avec on fait évidemment, ça c'est sur une autre opération, c'est sur Joliette, la rue Joliette à gauche, vous ne pouvez pas voir mais le bâtiment était très épais, nos architectes ont fait un puits de lumière et à travers ce puits de lumière on a fait un moucharabier et notamment pour faire ce moucharabier on a réutilisé, vous voyez, des petites choses qui étaient sur d'autres bâtiments avant, notamment ceux de Joliette, alors je crois que c'est de la tuile, en dessous de la tuile, voilà. Et donc, ici, on se retrouve, vous voyez, avec de la dépose propre, du stockage derrière, du réemploi, tout ce qu'on veut organiser autour, très clairement, de tuiles, de briques, de malons, de tommettes, de volets, de portes, de moellons pierre. Tout ce qu'on a pu diagnostiquer, nous le réutilisons, du coup, le stockerons, et nous le nettoierons pour derrière être réemployé, j'espère, par nous pour l'essentiel de nos opérations. Vous voyez, des petites courtoisies et des aimabilités que je trouve extraordinaires, comme on peut voir ici sur ce site, d'ailleurs, puisqu'on a vu un beau bâtiment tout à l'heure juste à côté, mais le fait de remettre au sol ces briques redécoupées et les remettre au sol, même si ce n'est pas des grandes surfaces, ça nous recrée une sorte de chaleur, ça nous recrée véritablement cette aimabilité. Et moi je dis, voilà, redonner de l'amour là où il y a eu beaucoup de maltraitance, c'est quand même plutôt pas mal, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Enfin, parce que je sais qu'il me reste plus de temps, reconstituer une ville, retravailler une ville
comme sur Marseille et comme partout en France, face à nos enjeux environnementaux, aux défis climatiques qui est devant nous, c'est évidemment travailler sur les espaces extérieurs. À Marseille, on sait que nous avons un espace ultra-minéral qui manque aujourd'hui évidemment de qualité végétale, etc. On ne peut pas planter en pleine terre souvent à cause de la proximité des immeubles qui sont déjà un petit peu fragilisés, donc il faut faire très attention. Mais par contre, on peut refaire des systèmes de bacs, on va pouvoir faire des permis verts, végétaliser, etc. Nous avons pour mission, autour d'îlots démonstrateurs, de faire aussi les espaces extérieurs, de travailler sur ça, parce que c'est venir aussi recomposer des pentes rampantes en façade, en pied de façade, etc. Mais canaliser ces choses-là. Ce que vous ne voyez pas, le plus dur travail, ce n'est pas de refaire ces espaces extérieurs, de remettre évidemment des bancs à Marseille, des fontaines à boire et du végétal dans les rues. Ça, pour nous, c'est sympa, c'est presque la fin. C'est aussi, et vous le savez, en espace public, c'est travailler sous les sous-sols. Et c'est travailler sur les réseaux, la préparation des réseaux, qui est vraiment, et donc la coordination des concessionnaires en amont de ces espaces publics est aussi une tâche extrêmement importante et essentielle, notamment l'évacuation de nos eaux usées et de toutes les formes d'eau de nos bâtiments. Et justement, s'en assurer, c'est la garantie d'avoir, on va dire, et ce je vais dire, un renouvellement durable, à la fois bâtimentaire, mais qui passe aussi, évidemment, par les espaces extérieurs, notamment pour diminuer ces îlots de chaleur qui seront évidents et qu'on connaît déjà dans ces périodes même plus estivales, qui débordent, j'ai l'impression, même au printemps et bientôt à l'automne. Voilà à peu près pour notre expérience marseillaise. Merci beaucoup, Franck.